Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Le Zap Crypto est également diffusé sur Twitch à 18h du lundi au samedi. Pour en débattre en live avec toute la communauté, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre Zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Information que j'ai trouvé assez drôle aussi, c'est que le white paper, le livre blanc du Bitcoin, se trouverait sur l'ensemble des Mac récents. C'est une surprise, personne ne sait pourquoi. C'est quelqu'un qui a trouvé ça en cherchant un peu sur son Mac. Il a trouvé qu'en lançant cette commande open, si vous regardez, la commande elle est assez longue, mais vous lancez cette commande et vous obtenez le le white paper du Bitcoin qui s'appelle simpledoc.pdf. Alors peut-être que c'était un document de test par les développeurs du MacBook on ne sait pas honnêtement, là on est juste sur de la pure spéculation de pourquoi il y a le white paper du Bitcoin sur tous les Macs. C'est incroyable, je pense. Je sais pas, honnêtement, c'est compliqué à dire. Est-ce que c'est un stagiaire qui a mis ça et qui a oublié? Est-ce que c'est un clin d'œil au Bitcoin? Mais bon, Apple, ils sont pas connus pour être vraiment pro-crypto. Donc, on ne sait toujours pas. N'hésitez pas à me dire si vous avez ça sur votre Mac. Moi, j'ai pas de Mac, donc je peux pas tester, mais plein de personnes ont testé et c'est vraiment présent. Regardez, là, vous avez l'exemple de comment ça apparaît. C'est lié à un scanner virtuel sur le Mac. Bref, très étrange, mais très drôle. On résume la news. Do Kwon, il a pris 100 piges aux États-Unis et 40 ans en Corée du Sud. 40 ans, c'est le maximum, c'est la peine maximale pour les crimes, on va dire, économiques. Donc, il est en instance, il sait pas quoi choisir. Donc, du coup, c'est pour ça que je demandais à Peter, qu'est-ce qu'il préférerait? Je préférerais quand même la Corée du Sud. Tu vois, je pense qu'il doit avoir ses petites habitudes. Un bras en mousse ou une jambe de bois? Bon, c'est un peu le même délire. Hein. C'est le même dilemme. Dans tous les cas, il va bouffer. Là, on sait qu'il est donc au Monténégro arrêté pour faux passeport, je crois, donc faux documents. Déjà, je sais pas combien ça va chercher en termes de peine de faux documents là-bas, mais pour le moment, en tout cas, il est, on va dire, en mandat de dépôt là-bas pour ça. Les États-Unis qui, eux, si on cumule tous les bonus qu'il a obtenus, il en a pour 100 ans. Et la Corée du Sud, tu le disais, 40 ans d'encouru au maximum pour une peine liée à une raison économique. Quoi. Il va pas y échapper. Quoi qu'il arrive, une seule solution pour lui, c'est la prison. Donc que ce soit 100 piges aux États-Unis, 40 ans en Corée, ou même 30 ou 50 ans à Singapour, je pense qu'il est cuit. Mais c'est pour ça que je te posais la question. Je pense que pour le moment, il est en train de payer ses avocats pour bien réfléchir. Qu'est-ce qui serait le moins pire pour moi? Et là où je peux soudoyer un maximum, parce que j'ai quelques piécettes de côté. Donc là où la monnaie fait loi, je pense que c'est là où il ira, parce qu'il se dira, je pourrais m'acheter une condition. Il y a des gens qui disent que il a soudoyé des officiels au Monténégro pour faire un peu sa cavale, machin, et qu'il a pas payé assez cher apparemment, et que c'est pour ça qu'il se serait fait... En gros, tu sais, c'est comme l'autre qui fait des virements en Chine là, et qui attend. Lui, c'est un peu le même principe. Il a donné de l'argent, on sait pas combien, on sait pas, je fabule une fois de plus, mais la commission de en gros, il y aurait une théorie là-dessus, comme quoi Do Kwon aurait payé, et puis qu'au final, il l'a pas payé assez. Quoi. Donc, et tu restes là, mon coco, tu pars pas à Dubaï. D'ailleurs, il s'est fait attraper avec un des mecs de la fondation, et c'est là qu'on va rebondir sur la deuxième news qui Exactement, bien vu. La deuxième news, c'est des peines de prison encourues, la Corée du Sud qui a réussi à capter des fonds de toute l'équipe, du moins d'une partie de l'équipe Terra Luna, et ça, c'est une bonne chose. Ouais, c'est ça équivaut quand même à 160 millions de dollars. Donc en fait, la plupart des gens à qui on a saisi ça, c'est à peu près le même schéma. Ils ont acheté vraiment avant le release du token, donc du Luna, et ils ont vendu presque au top, comme s'ils savaient que ça allait puer, comme si, je sais pas, mais quoi qu'il arrive, il y a un vrai délit d'initié, et la justice est en train de faire le taf. Rien que d'avoir acheté les tokens avant la mission de marché, et voilà, de s'arranger entre amis avant tout ça, déjà, en soi, c'est une douille. Alors, on va commencer avec la première partie, c'est-à-dire vraiment remonter aux origines du crypto-anarchisme. La philosophie crypto-anarchiste est née dans les années 1980. On pourra même marquer cette date, 1988, avec notamment le manifesto crypto-anarchiste écrit par le cryptographe et l'informaticien Timothy C, qui va donc poser les bases du crypto-anarchisme. Cette philosophie défend l'utilisation de la cryptographie pour arriver à la liberté individuelle sur Internet, mais également de permettre aux individus de s'organiser, d'échanger et de communiquer en dehors du contrôle de l'État. Et là, la question que tu dois poser, c'est mais pourquoi cette philosophie est née et surtout en réponse à quoi? Alors si tu le remarques, 1980 coïncide avec l'arrivée d'Internet. Donc ça reste un outil qui n'est pas à la portée de tous, mais ça reste un outil qui commence à faire parler de lui.
On est à 10-15 ans de la bulle d'Internet, de la démocratisation des ordinateurs au sein des foyers. Les gens savent ce que c'est. Et avec Internet arrive aussi la possibilité d'un nouveau monde. D'un monde où la propagation d'idées est extrêmement rapide et peut se faire de manière massive. Également, l'information est propre et la liberté d'expression est beaucoup plus puissante. Donc, on accède à un monde de liberté, à un monde sans limites, un monde sans frontières, sans barrières. Et si cela a fait rêver beaucoup de monde, si cela a apeuré aussi beaucoup de monde, on pourra même faire le parallèle avec l'émergence des technologies blockchain en début des années, on va dire 2017, c'est là où ça a commencé à faire beaucoup peur. Certains penseurs sont allés plus loin et se sont dit, ceux qui ont peur, on les laisse de côté, dans tous les cas, Internet, ça va arriver. Par contre, il y a quelques dangers. Le danger notamment du contrôle massif des données des individus par les États, mais également celui de la censure, beaucoup plus poussée. Et pour ces personnes-là, il était hors de question que cette sphère, cette bulle de liberté, cette bulle de pensée, puisse être arrachée finalement aux individus pour repartir dans les mains étatiques. Et dans ces personnes, Timothy en faisait partie. Pour lui, le cyberspace fait partie d'un territoire où les lois de l'État ne s'appliqueraient pas. Alors, en toute transparence, il s'est passé un événement en début d'année qui m'a clairement surpris. Je n'aurais jamais parié sur le fait qu'une crise bancaire puisse provoquer un mouvement de hausse sur le Bitcoin. En toute transparence, pour moi, le Bitcoin, c'est un actif qui est ultra spéculatif, qui est très volatile, qui est aujourd'hui extrêmement corrélé au marché américain et notamment au dollar. Pour moi, il n'y avait pas forcément de raison pour qu'il y ait une décorrélation un jour. Voilà, pour moi, cette corrélation va rester plutôt élevée. Alors, je sais que certaines personnes croient que le Bitcoin, un jour, va devenir une monnaie d'échange. Je pense que c'est complètement utopique de croire ça. Les États ne vont jamais perdre la main sur leur devise. Je pense que c'est complètement fou, en fait, de croire que les Américains vont lâcher le dollar pour du Bitcoin, que les Européens vont lâcher l'euro pour du Bitcoin, que les Chinois, pour le coup, feront pareil, que les Indiens font pareil, que les Japonais feront pareil. Peu importe, aucun grand État ne va lâcher sa devise. Au contraire, ils vont défendre leur devise. Donc, croire que le Bitcoin, pour le coup, va devenir une devise, moi, je n'y ai, pour être honnête, quasiment jamais cru. Par contre, ça peut effectivement devenir un actif refuge s'il y a suffisamment d'acteurs investis dans cet actif-là qui le considèrent comme tel. Le souci qui se passe, c'est que le Bitcoin aujourd'hui, malheureusement, son prix est principalement fait par ceux qui spéculent dessus. Et donc, ça reste un actif qui est plutôt très spéculatif, sur lequel on peut avoir quand même des gros mouvements. Donc, clairement, moi, je n'aurais absolument pas parié sur un Bitcoin qui pousse autant sur une crise bancaire. Voilà. Donc là, clairement, il m'a surpris. Et c'est une donnée que maintenant, je vais prendre en compte, pour le coup, pour la suite. Maintenant, on a une question de 2001 qui dit « J'ai une crainte de perdre mes Satoshi. En effet, comment les protéger si le gouvernement l'interdit ?» À l'instar de ce qui s'était passé lors de la saisie de l'or en 1939, le gouvernement pourrait, via KYC, nous obliger à donner notre clé privée. Qu'en penses-tu ? Alors déjà, merci pour ta question. Effectivement, je pense que c'est une question importante. Le KYC, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'obligation de donner notre identité quand on crée un compte pour acheter des crypto-monnaies ou vendre des crypto-monnaies sur des plateformes centralisées comme Binance ou Coinbase. Pour répondre à ta question, le KYC ne permet pas au gouvernement de confisquer notre Bitcoin. Notre Bitcoin, ce sont simplement des transactions non dépensées sur la blockchain Bitcoin, et ces transactions ne peuvent être dépensées que par celui qui connaît la clé privée associée à ces transactions. Donc, tant qu'on ne donne pas notre clé privée à qui que ce soit, en fait, personne ne peut confisquer notre Bitcoin. C'est justement l'intérêt de la chose. Par contre, le KYC permet effectivement au gouvernement de savoir que nous avons acheté ou vendu telle quantité de Bitcoin à telle ou telle date sur telle ou telle plateforme. Parce que si on est passé par un KYC, alors il y a une trace de nos transactions sur la plateforme. Et ça, c'est un problème, parce que ça nous met effectivement dans une position de vulnérabilité en termes de souveraineté et de confidentialité vis-à-vis d'un éventuel gouvernement tyrannique. Et donc pour limiter ce risque-là, c'est probablement beaucoup plus sage de refuser systématiquement de passer par des plateformes avec KYC et donc d'acheter ou de vendre du Bitcoin, si on veut, plutôt via des plateformes
sans KYC. Les blockchains sont des outils très intéressants et très puissants pour éviter la censure. T'as pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour envoyer tes bitcoins. Et ça, c'est un truc qui est très fort. On a tendance à oublier pourquoi bitcoin, etc. Mais l'aspect de non-censurabilité, de pas avoir à demander la permission à qui que ce soit pour posséder et dépenser tes bitcoins, c'est quelque chose qui est très fort. Parce que la privacy, au bout d'un moment, si on va jusqu'au bout, l'intérêt, c'est quoi ? C'est que quand vous jouez au poker, que vous fumez et que je sais pas quoi, vous payez votre assurance 3 fois plus cher. Effectivement. Parce que l'assureur, il se dit, ouais, bon, alors lui, avec la vie de patachon qu'il est en train de mener, il va me claquer dans les doigts, ou il va me faire un cancer du foie, ou je sais pas quoi, et hop, on décolle la prime. Ou alors, vous êtes tout simplement pas assuré. En Suisse, si vous avez des antécédents médicaux, quand vous changez d'assurance, vous n'êtes pas assuré pour tel truc. Voilà, on peut considérer que ça, c'est un vrai problème de privacy, quoi. Même si demain les gouvernements disent on arrête ou on interdit le Bitcoin, typiquement comme tu l'as dit au Nigeria, finalement qu'est-ce qu'on remarque? Que les gens continuent de l'utiliser, et d'ailleurs il y a un spike d'utilisation. Les gens l'utilisent là-dessus parce que voilà, résistant à la censure. T'as qu'à voir aujourd'hui, c'est interdit de tuer des gens, c'est interdit de violer, c'est interdit de voler, c'est interdit de faire plein de trucs. Néanmoins, on continue de le faire. C'est interdit de consommer de la drogue, pour autant les gens ils continuent de le faire. Ça a toujours existé et ça continuera à mon avis toujours d'exister. C'est pas parce que tu vas interdire que les gens vont tout de suite arrêter de le faire. Par contre, oui, ça peut freiner l'adoption. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est interdit et que tu risques de la prison en utilisant une nouvelle technologie, surtout que le Bitcoin, pour le coup, n'est absolument pas anonyme, il est pseudonyme, et aujourd'hui, on est capable de lier ton KYC que tu peux faire sur des plateformes d'échange à tes mouvements de crypto avec ton Bitcoin, ça peut poser tout un tas de problèmes. Mais néanmoins, tu vois, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir, que de toute façon, on est aujourd'hui dans un monde qui est suffisamment globalisé pour savoir qu'il va y avoir un arbitrage au niveau mondial qui va se faire. Et donc, à un moment donné, si tu as un pays qui dit, moi, je veux pas de ces nouvelles technologies parce que ça donnera trop de pouvoir à mon peuple, ou peu importe qui veulent l'arrêter, soit il y a des gens qui vont partir dans d'autres pays, mais si c'est pas le cas, de toute façon, les innovations vont se développer, autre part, où les gens pourront de toute façon l'utiliser, puisque c'est un protocole qui est résistant à la censure et qui a été conçu à la base pour ça. Mais il faut savoir que c'est pas parce que tu vas te dire je vais me créer un château autour de moi avec tout ce que tu veux, des grands murs, etc., que les gens tout de suite vont, que l'innovation ne va pas se développer. Elle va peut-être pas se développer chez toi et l'opportunité va partir ailleurs. C'est trop facile de taper sur les cryptos qui, rappelons-le, représentent une fraction de la valeur actuelle en circulation. Enfin, je veux dire des richesses actuellement en circulation, si vous voulez. C'est un petit schéma que j'aime bien remontrer, mais parce qu'il illustre bien, si vous voulez, la disproportion entre les actifs traditionnels et les cryptos, et donc le discours qui est généralement appliqué aux cryptos. Si vous regardez un bitcoin, donc là c'est un petit carré, c'est 100 milliards. Vous voyez, 100 milliards, un petit carré, d'accord? Donc là, ça c'était en 2020. Donc là maintenant, on est on est sur l'ordre on était passé à 3000 milliards. Donc c'était, vous imaginez, 3000 milliards, ça fait 30 petits carrés, d'accord? Au plus haut du marché, Maintenant on est plus autour de 1000 milliards, donc les cryptos, l'ensemble des cryptos, la market cap des cryptos, c'est plutôt 10 petits carrés, ok, 10 petits carrés comme ça, vous les notez bien, parce que c'est important de se souvenir. Alors, je vais pas tous les faire, mais vous voyez, par rapport à l'or, déjà on n'est pas si loin en fait, c'est intéressant, l'or c'est pas si important que ça. La fortune, maintenant elle a sans doute beaucoup, et s'est beaucoup développée depuis 2020, je pense. Ça, c'est les marchés actions, donc vous vous souvenez les 10 petits carrés, vous voyez. Donc on n'est pas du tout dans le même ordre d'idée, mais là où je voulais vraiment vous emmener, c'est surtout là. Comme à chaque fois, c'est-à-dire les produits dérivés, ok? Produits dérivés, c'est ça. Voilà. Vous vous souvenez les 10 petits carrés, voilà. Donc, en fait, le vrai danger, et ça je le répète parce qu'il faut le répéter, le vrai danger, il vient pas du tout des cryptos, il vient des produits dérivés, il vient de la finance traditionnelle, il vient surtout des produits dérivés. Pour moi, en tout cas, si jamais on a un apocalypse bancaire un jour, qui d'ailleurs tend à se matérialiser un peu en ce moment quand même, faut pas trop se voiler la face, eh bien, c'est ça qui sont tellement connectés, sont tellement interconnectés les uns avec les autres que c'est comme ça que ça va se passer. Et là, Leonardo DiCaprio, évidemment, qui est très très connu, témoigne dans une affaire de blanchiment d'argent parce que malheureusement il connaissait un type encore connu au cœur de l'affaire se trouve Low Tech Joe, également connu sous le nom de Joe Low. Il est accusé d'avoir orchestré un vaste système de blanchiment d'argent et de corruption qui a détourné des milliards de fonds d'investissement de l'État malaisien connu sous le nom de 1MBP. Voilà, DiCaprio a une relation à longue date avec, voilà, alors il est accusé de le connaître, évidemment, on l'a pas encore accusé de blanchiment d'argent, mais voilà, on va parler d'un monsieur qui a détourné
beaucoup d'argent. Et tout ça, pourquoi en réalité, c'est pas de la crypto-monnaie. C'est pas de la crypto-monnaie. C'est le marché traditionnel, c'est le monde traditionnel avec votre argent. Vous savez, le truc en papier là qu'on a de temps en temps. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Ouais, il y a de l'euro, il y a du dollar, des trucs tout mous là qu'on a dans la poche. On est content de les avoir parce qu'on les voit. On se dit ah bah ça vaut de l'argent parce que on le voit, mes amis. Hein. Et voilà. Donc c'était juste pour dire que le blanchiment d'argent, on en parle énormément dans notre écosystème. Ça finit par nous saouler. Ça finit par vraiment nous saouler. Et c'était juste pour faire juste le point, vous dire que le blanchiment d'argent n'est pas né avec la crypto-monnaie, mais alors, pas du tout encore. Hein. Il est né simplement dans le monde traditionnel depuis très longtemps. Al Capone, etc. Il y a des mecs qui se sont fait piéger avec ce genre de choses. Hein. Et puis bien d'autres. Et bon, dans la crypto-monnaie, effectivement, les truands se servent de tous les trucs modernes, évidemment. Hein. Ils ont compris avant les États que la nouveauté, ça pouvait être extraordinaire. Hein. Les bandits comprennent plutôt plus vite. Ça me paraît assez extraordinaire. Non, allez, je déconne parce que c'est pas terrible qu'on nous condamne de ça à longueur de temps. Et encore une fois, il y a plus de blanchiment d'argent dans le monde traditionnel, on va dire que dans la crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que nous, on est sur une blockchain. Sur une blockchain, on peut quand même retracer des choses. Et le FBI arrive à le faire avec certains problèmes, on va dire. Ils arrivent très bien à s'en sortir avec ça. Alors vous voyez, les types, ils commencent à cogiter maintenant et se dire, oh, c'est peut-être pas le meilleur endroit, le meilleur lien qu'il peut y avoir pour blanchir de l'argent. Alors qu'avec le papier, avec les entreprises qui sont montées dans le monde entier, une entreprise, il y a 100 entreprises, 1000 entreprises, à la fin, vous savez plus où l'argent est passé parce que les types vont inscrire ça dans différents endroits du monde. C'est comme ça que l'argent est blanchi à longueur de temps, donc c'est pas à cause de la crypto-monnaie. Vous allez lire tous ces articles si ça vous intéresse. Il y en a d'autres évidemment, puisque là, blanchiment d'argent, coup de filet historique de la police, 18 000 mules financières identifiées. C'est des articles qui sont sortis je sais plus quand. Ça, c'était en 21, vous voyez, en 21, joli coup de filet pour la police, les forces de l'ordre, plusieurs pays ont 1800 suspects dans le cadre d'une opération mondiale ciblant des mules financières qui facilitent le blanchiment d'argent. C'est pas dans la crypto, ça, hein, c'est pas dans la crypto, hein, vous voyez. On a eu aussi ce truc de fou au niveau de la France, les grévistes, rappelez-vous, je pense que vous le savez mieux que moi, mais voilà, c'est bien le bordel en France, il y a des grèves un peu de partout, ce qui est causé à cause des retraites, des réformes de retraite, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte, mais c'est surtout les réformes de retraite. Et en gros, on a eu des grévistes qui ont réussi à s'introduire dans le siège de BlackRock à Paris. Et donc ça a été le gros bordel parce que là, on se rend pas compte dans la vidéo, dans le siège de BlackRock, parce que j'ai vu en fait la vidéo quand ils rentrent et ils ont réussi à ouvrir une porte, une double sécurité et à rentrer carrément dans le siège. Et ils ont foutu un bordel mais pas possible. Et en vrai c'est plutôt cool. Moi je suis content qu'ils fassent ça parce que c'est vrai que BlackRock c'est un délire. J'ai vu une longue vidéo sur BlackRock qui expliquait pas mal de choses. Je sais plus qui c'est exactement. Je pense que vous pouvez trouver sur YouTube. Et ça fait peur. Ça fait très très peur parce que BlackRock ils sont de partout maintenant. Ils arrivent à avoir 10-20% de toutes les plus grosses entreprises au monde. Et en fait ils sont tellement de partout qu'ils arrivent plus ou moins à avoir une influence qui n'est pas négligeable sur le monde entier et sur les pays, sur les gouvernements, sur pas mal de choses. Et c'est quelque chose qui est pas bonne, je pense, parce qu'en fait tout simplement ça centralise l'économie, ça centralise le capitalisme qui est l'économie la plus forte dans le monde. Et le problème avec ça, c'est que si on a un problème du côté de BlackRock, ça va faire très mal et sera beaucoup plus fort que n'importe quelle récession, que n'importe quelle crise financière qu'on a pu avoir. Pour l'instant, il n'y a pas de problème avec ça et BlackRock n'est pas dans la galère, même loin que ça, et il continue de plus en plus d'acquérir de biens, mais ce sera sûrement pas le cas dans le futur, quoi. Et sur 100, 200, 300 ans, il y aura forcément un moment donné où on aura un BlackRock qui a commencé à battre de l'aile, et si lui il tombe, c'est ma meilleure phrase, ça, si je tombe, tout le monde tombe. Lui, si BlackRock il tombe, tout le monde tombe avec, ça c'est sûr et certain, et ça peut créer de gros problèmes. Donc on verra, mais en tout cas, je trouve que c'est un signe assez fort, hein, ce qu'ils ont fait là les manifestants, d'aller directement au sein de BlackRock. Alors Christine Lagarde qui a été prankée qui s'est fait prank par un faux Zelensky, et elle a fait des révélations sur les CBDC, même si c'est pas des révélations incroyables, mais elle a parlé des CBDC et donc du coup de l'euro digital, tout en disant que oui, effectivement, il était là pour mieux contrôler les paiements et donc un potentiel remplacement du cash sur lequel on ne sait pas où va les paiements. Elle a tout à fait admis. Donc c'est un faux Zelensky qui l'a appelé, elle a répondu et puis elle a ici dévoilé des informations, même s'il y a vraiment pas grand chose d'incroyable. Du côté des banques, il n'y a pas grand-chose de grave, si ce n'est qu'il y a une petite banque qui a fait parler d'elle, c'est Western Alliance, c'est une banque de l'Arizona qui a sorti des chiffres préliminaires, mais
elle n'a pas indiqué le montant de ses dépôts. Et donc certains se disent que si elle n'a pas indiqué le montant de ses dépôts, c'est donc qu'il y a une fuite des dépôts et que la situation est plus compliquée. Moi j'ai le sentiment cette année qu'on va vivre de plus en plus au gré des inquiétudes autour des banques régionales, notamment aux États-Unis, avec certaines banques qui vont peut-être être obligées de fermer, d'autres qui vont être recapitalisées. C'est le vrai danger qui peut nous guetter sur l'économie américaine. Le dollar index cette semaine, ben voilà la situation. On ne peut pas dire grand-chose et d'une façon générale, on ne pourra pas dire grand-chose parce que les marchés sont vraiment plan-plan et ne manifestent pas vraiment l'envie de renverser une tendance ou de prendre une tendance ou de faire quelque chose avec la tendance. Alors on dit trend is your friend, mais en ce moment on n'a pas vraiment d'amis sur les marchés. Donc le dollar index, aujourd'hui on avait le NFP, donc on aurait pu s'attendre à ce que ça provoque soit une chute, qu'on parte vraiment à la baisse et qu'on continue cette tendance baissière qui est affichée ici en journalier avec la Tenkan qui est en résistance, ou alors qu'au contraire on casse ce double niveau, qu'on casse la Tenkan derrière pour donner une impulsion haussière en disant la correction ici est terminée et on repart à la hausse pour aller chercher 103, 104, que sais-je. Il s'est rien passé de tout ça, voilà, le NFP est passé et moralité, on est toujours au même point, à savoir que le dollar est en train de tester toujours son niveau, donc sa droite de tendance ici qui est tracée sur l'hebdomadaire, je vous la remets mais je vous invite à regarder les vidéos précédentes, voilà, ce sont les points hauts qui sont ici, donc on est venu la rechercher, on l'a travaillé, on est reparti, on est allé chercher le nuage et on la travaille à nouveau. Alors est-ce qu'on la travaille dans l'idée d'aller chercher ça début août ou est-ce qu'on la travaille dans l'idée de dire il y en a marre et on plonge et on part à la baisse? La lagging span est sur le même niveau, bien évidemment, donc c'est la même chose, elle a travaillé ici sa Kijun hebdomadaire et puis là elle travaille la droite de tendance donc et la Kijun mensuelle qui sont donc en support pour les deux. Voilà, on peut pas dire grand chose de plus sur le dollar index, ça reste neutre, on a vraiment c'est qui tout double, ou ça passe dans un sens ou ça passe dans l'autre, voilà, pour le moment on a 3 bougies bleues, alors d'après mes observations, en principe, il devrait y avoir une rouge derrière, mais on est en daily ici, donc on pourra avoir une rouge daily. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on partira vraiment à la baisse. La lagging span, elle est dans le nuage hebdomadaire, donc elle est bien neutre, ça c'est clair. Et puis voilà, on a ce double niveau de Kijun mensuel ici, à 102,15 et 102, on va dire. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose entre les deux qui bloque. Ça bloque ici. Vous voyez qu'on a eu un niveau ici, là ça a été tapé, et puis là on est allé chercher hier la Kijun mensuelle. Aujourd'hui, on a tenté de la dépasser. Pour le moment, on est dessous. Donc, la clôture n'est pas faite. Peut-être que ce soir, en clôture, ça sera cassé. Mais comme il n'y a plus de marché, je doute fortement. Donc, il va falloir attendre la semaine prochaine pour savoir ce qui va se passer. On est maintenant ici sur le Bitcoin en daily. Alors, comme vous le voyez, j'ai changé mes indicateurs. J'ai simplement remis de nouveau Ishimoku. J'ai l'impression qu'Ishimoku est plutôt pertinent ces derniers temps. Et c'est un petit peu pour cette raison que j'ai envie de le remettre sur mes graphiques. Donc, vous allez le voir pour ces prochains jours, peut-être ces prochaines semaines. Comme d'habitude, vous le savez, je change souvent de manière d'analyser le graphique, tout simplement parce que ça dépend de la cyclicité. En fonction de dans quel cycle nous sommes, eh bien il y a différentes manières d'analyser le marché crypto-monnaie. Au jour d'aujourd'hui, je pense que Ishimoku est bien plus pertinent. Alors pour vous montrer maintenant un petit peu qu'est-ce qu'il se passe, et bien sur le Bitcoin, c'est assez particulier. On a vraiment ce sentiment d'être dans une phase de distribution ici en triple top. Le premier top de distribution qui s'est trouvé ici, je vous en avais parlé, beaucoup de mèches. Par la suite, on avait eu une petite correction. Donc toutes ces mèches ici qui montraient des petits points hauts de plus en plus haut, mais à chaque fois les mèches étaient revendues. Ça montre que tout de même on a une belle pression vendeuse, que la smart money essaye d'appuyer à la vente. Ensuite on a fait ici pareil sur ce deuxième top, chaque mèche ont été immédiatement revendues, donc ça peut montrer vraiment une belle phase de distribution. Les retail entendent de nouveau parler du Bitcoin, on a cassé les 20 000, on est repassé au-dessus des 25 000, donc les retail se mettent potentiellement à essayer d'investir, là où la smart money, elle, à chaque fois qu'il y a beaucoup de liquidités qui entrent à nouveau sur le marché, essaye potentiellement de distribuer certaines positions. Donc prudence par rapport à ça, tout simplement parce que regardez ici sur ce troisième top, on est en train de réaliser exactement la même chose. Et regardez précédemment, eh bien ici on a commencé à avoir cette phase de distribution, on n'arrivait pas à faire des tops plus hauts, boum, correction. Ensuite on a fait la même chose ici, on n'arrivait pas à faire des tops plus hauts, boum, correction, ce qui est plutôt même un retracement. Et là on est exactement sur la même chose, donc attention à ne pas avoir la réciproque ici et d'obtenir un petit retracement sur le Bitcoin. Alors si on vient à retracer, eh bien où est-ce qu'on pourrait aller chercher, quelles
zones seraient les zones les plus attendues. Eh bien, on aurait cette zone de support entre les 0,38,2 de Fibonacci et ici tout simplement la Tenkan-sen de Ichimoku. Donc on a un plat Tenkan ici entre les 24 331 et les 0,38,2 aux 24 000. Donc on a ici une première zone de support assez importante qui risque d'avoir lieu, qui serait entre les 24 400 et les 24 000 $ tout rond. Donc ça pourrait permettre ici, tac, le Bitcoin revient déjà chercher cette zone en tant que support, on teste la demande dessus, ce serait la première zone qu'on pourrait attendre. Maintenant, comme vous le savez aussi, eh bien si on casse les 0,38,2 et qu'il n'arrive pas à tenir en tant que support, alors on pourrait avoir un retour assez rapide, j'ai envie de dire, dans cette zone de rechargement acheteuse. Pour l'instant, je l'attends toujours. On n'a pas encore invalidé le scénario qui ferait que le Bitcoin pourrait revenir dans cette zone, mais vous le savez aussi, si jamais on tient les 0,38,2 et qu'on met en place des structures de W pour se relancer, alors il serait possible évidemment de poser le bottom sur ces fameux 24 000 $. Mais tout ça pour dire que si on les casse à la baisse, le retour dans la zone de rechargement acheteuse pourrait nous amener entre les 20 711 $ et les 18 381 et alors tu m'as montré ça, c'est pas mal. C'est super. C'est pas mal. C'est super. Alors, ce que vous avez sous les yeux, c'est la capitalisation boursière totale. Alors, on rappelle. Crypto. C'est tout l'argent qu'il y a dans la crypto-monnaie. Bitcoin, Ether et tout le reste. Tout le reste. Donc là, il y a tout le monde. Si vous voulez le savoir, vous mettez donc Crypto Total. Si vous voulez mettre Crypto Total 1, c'est sans le Bitcoin. Crypto Total 2, c'est Bitcoin, Ether, on les enlève et on regarde que les altcoins. C'est ça. Bref. Très, très bonne explication, mon ami. Donc pourquoi on regarde cela? Parce qu'en fait c'est pour voir comment l'argent arrive et comment ça évolue sur la totalité des marchés. Cette courbe est souvent très similaire à celle du Bitcoin, mais elle intègre quand même beaucoup plus les variations par rapport aux altcoins, comme on vient de vous le dire. Ce qui est intéressant, alors là la ligne bleue c'est la MA 200, donc 200 périodes. On est sur du 3 jours. Chaque bougie est du 3 jours. Aujourd'hui, j'ai fait que du 3 jours en graphique. C'est bien. Oui, c'est pour. Tu nous l'as fait pour Pâques. Oui, c'est 3 c'est pas 3 jours. Samedi, dimanche, lundi, c'est beau. Et en plus, blague à part, je trouve que il y a beaucoup de choses qui sont bien plus lisibles en 3 jours, plus qu'en daily ou en weekly. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup. La moitié, tout à fait. Alors ce graphique, il est quand même pas de moi, il est de Krillin. Donc je le remercie pour cela. Et qu'est-ce qu'on voit donc sur la MA 200 périodes? On voit deux choses quand on sort de l'ATH. Donc là, c'est l'ATH de 2018. On sort de l'ATH, on est en bear market. On voit qu'on vient taper 2 fois, on le reteste 2 fois cette fameuse MA 200. Et la troisième, on casse vers le bas. On casse vers le bas, on fait une consolidation. Vous la voyez, c'est le cadre vert, c'est le 2 ici. On fait une consolidation et c'est une consolidation avant chute. Ça a chuté, ça remonte. Et là, on refait une consolidation, cette fois-ci sous le support qui était initialement mis, qui devient résistance. Donc, on consolide. Pourquoi faire? Pour pumper derrière. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, c'est vrai que moi, j'avais eu peur parce que tout à l'heure, je te montrais qu'il y avait le fameux spike. Oui, alors ça, mais en fait, c'est le Covid. C'est le Covid. Voilà, donc en fait, c'est un Black Swan. Donc malheureusement, ça n'aurait pas dû arriver. Et puis là, ici, on ne sort pas d'un ATH, on ne sort pas d'un bull run. C'est pour ça que cet exemple, il est copié ici à la sortie du bull run. Sortie du bull run, pareil, la 200, retesté 2 fois, ça casse. Alors ici, c'est plus exagéré. Normalement, on aurait dû avoir la consolidation sous l'EMA 200, comme ici. Mais en fait, on a eu Terra Luna qui est venu vraiment exagérer la chute. Et c'est pour ça qu'on a ce décalage. Sinon, on aurait vraiment un copier-coller de ce qui s'est passé. Donc là, on est comme sur l'autre, on est sur support pour consolider avant chute. On tombe, on remonte, on consolide sur la résistance qui était support juste avant. Pour faire quoi? On espère pour faire comme ici, un rallye, voire un nouveau bull run. À voir. ChatGPT, le ministre Jean-Noël Barrot ne veut pas interdire l'application. Le ministre de la Transition numérique juge mauvaise la réponse italienne aux questions posées par l'intelligence. En gros, en Italie, je crois qu'ils veulent interdire OpenAI. Ce qui est intéressant, c'est toujours l'innovation, les nouvelles technologies, les nouveautés. C'est que, toujours pareil, quand on ne comprend pas quelque chose, et je pense que c'est le cas dans l'intelligence artificielle, c'est le cas dans le monde de la blockchain et des crypto-monnaies, on ne comprend pas. La première réaction, c'est de dire du mal, de vouloir interdire, de dire que c'est dangereux. Et j'ai mis cet article juste pour faire le parallèle avec les crypto-monnaies. Pour moi, c'est exactement la même chose. Comment vous voulez interdire ChatGPT? C'est une application Internet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement dingue.
C'est exactement comme interdire, je sais pas, les crypto-monnaies. Je trouve qu'il y a un parallèle assez saisissant sur l'approche, mais je trouve que c'est assez normal. Vous savez, quand il y a une nouveauté qui arrive, en général, on la critique. Ensuite, très souvent, il faut du temps. On va commencer petit à petit à comprendre. Et très souvent, on va l'adopter. Ameca, le robot Ameca, qui est en gros un robot, un Android qui est construit avec ChatGPT 3. Ils vont aussi bientôt faire du coup avec le 4, ChatGPT 4. Mais en gros, on lui pose des questions, elle a des expressions faciales et tout, elle répond et tout, ça fait un délire. Et vraiment, on arrive dans un iRobot, voilà, ça fait flipper, c'est en même temps impressionnant. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais d'ailleurs, on va mettre un petit like. Mais voilà, je pense que ça vaut le coup de checker la vidéo. Elle répond vraiment aux trucs, ils leur font des blagues et tout, mais elle comprend pas l'humour. Enfin, c'est vraiment un délire, quoi. Il y a le projet Ultra qui nous a annoncé une dinguerie. Ils ont enfin lancé leur marketplace qui va permettre aux gamers de revendre les outils ou les éléments qu'ils peuvent détenir dans un jeu. Donc c'est très intéressant, une belle avancée. On va voir comment la crypto a réagi face à cette nouvelle. Donc je vais sur iOS si je le trouve. Ok, il est là. On va se mettre sur une semaine. On voit que la crypto a bien réagi. Et tu vois, si on fait la comparaison avec le Dogecoin, c'est ce que j'aime sur les cryptos qui ont des fondamentaux et qui ont un vrai projet. C'est que même si tu te positionnes sur le long terme et qu'il y a des fluctuations, si la team derrière continue de délivrer, quand elle partage un nouveau projet, une nouvelle milestone, ça se reflète très positivement dans le prix. Et tu vois, moi, c'est ce que j'ai envie de faire, me positionner sur des projets qui ont une roadmap dans laquelle je crois, une équipe brillante qui est prête à se donner les moyens de ses ambitions et après les autres fondamentaux que tu connais. Parce que sur le long terme, ça peut s'avérer très très prometteur. En plus, là, on s'inscrit dans un projet qui prône les valeurs du Web3, donc c'est d'autant plus pertinent. Et dernière news les amis, un utilisateur dépense par exemple 100 ETH pour un NFT gratuit. Ah, ça c'est dommage hein. Et donc un utilisateur de la marketplace Blur. Alors là, faire attention, dès que moi j'ai lu marketplace Blur, je me dis ça sent un peu la magouille. Pourquoi? Parce que dans la marketplace Blur, histoire de défoncer un peu OpenSea, qui est la plus grosse marketplace NFT au monde, ils ont dit venez chez nous. Et chez nous, le volume que vous allez faire, quand il y aura l'airdrop de Blur, plus vous faites des volumes d'achat et de vente de vos NFT, plus on va vous donner du token Blur. Et donc, il y a des petits zigotos malins, et ils ont raison, on a partagé ça il y a quelques semaines, qu'ils ont fait quasi eux-mêmes de l'achat et de la vente de leurs propres NFT. Tout ça pour pouvoir gonfler leur volume d'achat et de vente. Et comme ça, lorsqu'ils auront l'airdrop Blur, qui va se mettre bien, ben c'est eux, tu vois. Et donc, on nous dit que une personne a dépensé 100 ETH pour acquérir un token NFT qui était gratuit, tu vois. Bon, donc attention, comme nous l'indique le détail de la transaction ici, l'utilisateur a bien acheté ce NFT de la collection Gemesis à un prix de 100 ETH. Ok, pas de problème. Mais si l'erreur vous semble trop énorme pour être vraie, cela a également alerté d'autres internautes. Certains invoquent du wash trading, d'autres confirment la piste d'un erreur d'utilisateur. Alors le wash trading, c'est ça, hein, c'est que tu t'achètes toi-même ton NFT pour faire monter ton volume. L'erreur d'utilisateur, on appelle ça un fat finger. Un fat finger, je vais pas te montrer le doigt, mais c'est ça l'idée. Bon, c'est une erreur. Et donc, pour rappel, le wash trading est une pratique courante dans le monde de la finance, des crypto-monnaies, mais également des NFT. Il s'agit d'une manœuvre pour laquelle l'utilisateur va mettre en vente un NFT à un prix très élevé et le racheter lui-même dans la foulée. Vous allez me dire, attends, il est complètement bête ou pourquoi? Eh ben, c'est une pratique utilisée à des fins diverses et variées, mais dans la majorité des cas, elle permet de faire gonfler le volume de transactions d'une collection. Donc, ou gonfler ton propre volume à toi de ton profit, ou faire gonfler le volume d'une collection. Quand tu vas d'une collection, tu fais, waouh, il y a plein de volume, et cette collection, elle est super, achetez tout. En fait, non. Il y a un gars, le NFT, il vaut peut-être 0,5 ETH, il a acheté 100 ETH lui-même, et puis tu vois, waouh, il y a eu trop d'achats. Mais en fait, non, tout simplement. Bon. Et donc, vraisemblablement, la thèse du fat finger est privilégiée, c'est l'erreur. Le prix plancher étant aux alentours de 70 $, il y a de fortes chances que l'utilisateur ait voulu placer une offre à 100 $, et au lieu de mettre 100 $, il a mis 100 ETH. Ah, alors s'il a fait ça, il doit le pauvre pleurer, quoi. Bon.
Et si tu nous écoutes, ben écoute, big up à toi. C'est une erreur qui semble peut-être bête en apparence, mais qui arrive très régulièrement. Ça, je l'ai partagé plusieurs fois. Depuis quelques mois, ça arrive. Que cela soit le prix d'achat ou les frais de transaction, les erreurs sont vite arrivées. Si on est trop pressé, pour éviter d'être victime, prenez le temps et assurez-vous que les champs de vos transactions sont remplis correctement. Et on finira sur ça. L'article a raison. À chaque fois, vous faites une transaction, checkez plein de fois, 2, 3, 4 fois. Tu t'en fous, même si tu prends 5 minutes à checker. Vous êtes sûr, les amis, d'une transaction. Bien regarder si vous payez bien le montant que vous voulez. Bien regarder les frais aussi. Est-ce que les frais sont bons? Il n'y a pas un problème sur les frais. Parce que des fois, lorsqu'une transaction ne va pas être validée, tu peux avoir des frais qui sont x10, x100. Donc attention, bien regarder une transaction de A à Z avant de la valider et la checker plusieurs fois. Voilà. Si tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.